le dernier mardi du premier mois 2023, nous sommes rassemblés encore pour notre développement personnel. Et vous savez, les intervenants de ce soir, vous allez les découvrir. Très fabuleux. Ce n'est pas la connaissance ou bien le partage qui leur manque. Nous aurons à vivre cette soirée avec notre ambassadeur de marque, Francine Afan, Mathilde Mwandi, Alida, oui, Alida Massala, Louisi Ngo et d'autres encore. Vous savez, en passive est un monde de merveilles, donc il y aura d'autres surprises qui vont venir. Eh bien, ce soir, nous allons continuer avec le thème que nous avons entamé le mardi passé, où nous avons parlé de l'école en milieu rural et les cantines et autres qui seront à la portée des élèves. Maintenant, il y aura cette présentation des volets nutrition et logistique du projet de développement d'une école publique en milieu rural. Donc, faites grande ouverte vos oreilles pour suivre ce magnifique moment que nous allons avoir avec nos présentatrices. Où sont les hommes qui sont derrière en train de protéger les dames? Oui, ils sont là avec nous. Sans plus tarder, je renvoie la parole à notre ambassadeur de marque, Angeline Rose. Angeline Rose. Oui, merci beaucoup, ambassadeur Natou. Donc, comme on le disait tantôt, on est très heureux d'accueillir tous ceux qui ont pris leur temps de venir encore à ce rendez-vous de partage, du donner et du recevoir. Il n'y a personne qui connaît plus que l'autre, mais voilà, on se partage les idées, même les plus petites sont toujours les bienvenues. Donc, on ne va pas vous embrouiller plus. Tout le monde a lu le flyers. On laisse la parole à notre grande ambassadeur, Francine Afané, pour ouvrir les hostilités de ce soir. Merci à vous tous et merci de votre générosité, chères ambassadrices. Comme la Queen Nadou venait de le demander, on espère que nos hommes vraiment nous calent derrière et on aimerait avoir aussi de plus en plus d'hommes qui se manifestent pour venir nous partager ce qu'ils savent. Merci beaucoup. À toi, l'antenne, Francine. À toi, le plateau. Bien le bonsoir à tout le monde ce soir. Bonsoir à tous les ambassadeurs qui sont là. Dans la continuité de la présentation qui a été faite la semaine dernière, à savoir le développement d'une école publique en zone rurale, on avait évoqué la possibilité de faire un tout, donc un projet dans lequel on intégrerait les familles, on intégrerait la communauté et on aurait un volet alimentation et logistique. Donc, je ne suis pas spécialiste de l'alimentation, mais c'est un thème qui retient beaucoup mon attention en tant que mère, en tant que grand-mère. Donc, j'ai beaucoup lu dessus et je viens partager avec vous ce soir des points qui me semblent importants dans l'accompagnement de nos enfants, dans l'accompagnement de nos familles. Donc, il est possible que mon réseau m'abandonne, mais je reviendrai et puis on fera avec ce qu'on a. Donc, je vous présente déjà mes excuses pour cela. Sans tarder, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Ça commence à se charger, oui. C'est en train de charger. Ouais. OK. Vous avez l'écran devant vous.
Oui, on a l'écran, ouais. Donc, je devais faire cette présentation avec Mathilde. Elle est un peu fatiguée ce soir. Peut-être elle nous rejoindra, mais elle présente ses excuses parce qu'elle ne se sent pas très en forme. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Et surtout, sentons-nous libres d'interacter parce que la connaissance n'est pas absolue. Je partage mon expérience tout simplement. Donc, l'alimentation est un droit. Nous commencerons par cette affirmation qui a été émise par le système des Nations Unies. Donc, on a des droits humains et parmi ces droits, nous avons l'alimentation. Donc, selon la FAO, qui est un organisme des Nations Unies, en charge de l'agriculture et de l'alimentation, le droit à l'alimentation est celui de se nourrir dans la dignité qui est un point très fort et sur lequel insiste énormément On Passive. C'est le droit permanent aux ressources nécessaires à la production, au gain, parce qu'on peut vendre la nourriture et gagner de quoi vivre, à l'achat des aliments en quantité suffisante pour être à l'abri de la faim et garantir le bien-être de tout être humain. Dans un article de presse qui a été publié au mois de juillet 2022, qui s'appelle Rome, New York, la dernière édition du rapport sur la sécurité alimentaire, donc, qui est un point aussi dont s'occupent énormément les Nations Unies, donc l'alimentaire et la nutrition dans le monde, la faim progresse et pourrait avoir touché jusqu'à 828 millions de personnes dans l'année 2021, dont beaucoup d'enfants. Et dans nos campagnes, nous savons, du fait soit des guerres, si nous parlons de l'Afrique particulièrement, et de plus en plus ces guerres deviennent planétaires, ça doit être la même chose pour les enfants d'autres régions du monde qui sont en guerre. Nous observons la malnutrition, la faim, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons nous focaliser dans l'alimentation des enfants qui vont à l'école en milieu rural et dans le cadre du projet qui nous intéresse. Donc, il est important d'organiser des repas. Nous tous, dans nos maisons, nous avons des repas. L'habitude d'avoir 3 repas par jour nous est venue certainement du mélange des peuples et des civilisations. Donc, pour le développement normal d'un enfant, cette alimentation doit être équilibrée. Donc, il est très important que les repas de nos enfants soient équilibrés pour leur permettre un développement harmonieux. Si l'enfant ne mange pas bien, on parle de malnutrition, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout l'apport nécessaire qui lui permettrait de grandir harmonieusement et devenir une personne à part entière. Donc, qu'est-ce qu'on entend par alimentation équilibrée? On entend par alimentation équilibrée un apport proportionné en glucides. Ce sont des mots qui peuvent paraître barbares pour certaines personnes. Excusez-moi une seconde, juste une seconde. C'est des mots qui peuvent paraître barbares pour certaines personnes, mais nous allons voir, on ne va pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas notre propos ce soir. Nous allons rester superficiels et nous focaliser dans ce qui concerne l'apport et l'alimentation, les façons de s'alimenter. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi, il y a des mouvements.
Je suis désolée. Donc, entre l'âge de 0 et 5 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est critique pour la croissance d'un enfant que celui-ci mange et s'alimente proprement. Évidemment, l'alimentation reste importante, même en âge adulte, mais nous allons nous attarder surtout sur les enfants parce que c'est ce qui nous concerne dans une école. Le projet qui nous concerne aujourd'hui, il regarde une école. Comment composer un repas équilibré? Donc, comme nous l'avons déjà vu plus haut, notre organisme a besoin d'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire nous avons besoin de glucides. C'est tout simplement, les glucides jouent le rôle principal de nous fournir l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire le repas du matin, qu'on appelle en général petit déjeuner, est bien placé pour nous fournir l'énergie nécessaire dont nous avons besoin dans une journée. Donc, les glucides constituent le carburant pour notre organisme. Ensuite, on a besoin de protéines. Les protéines, on les trouve essentiellement dans la viande, on les trouve dans le poisson, dans certains légumes secs. Et ces protéines contribuent à la formation d'enzymes et d'hormones et des anticorps. Lorsque nous avons eu la pandémie du COVID-19, nous avons souvent entendu parler d'anticorps. Les anticorps sont ces éléments qui nous permettent de combattre, de résister aux infections, aux maladies. Les lipides. Donc, les lipides, ce sont des graisses, en fait, qu'on trouve dans les aliments ou dans les huiles et qui sont essentielles également, notamment chez les enfants, pour la stimulation du cerveau. Et on trouve ces lipides dans les arachides, les noix, toutes sortes de noix d'ailleurs. Les sardines, il est très bon de manger des sardines, le maquereau, les œufs et certains autres aliments. Comment composer un repas équilibré? Puisque nous allons parler en milieu scolaire, nous allons regarder d'abord les aspects liés au cadre de vie de l'enfant. Dans quel cadre de vie il est? Nous saurons que habituellement dans nos campagnes, ce n'est pas des gros moyens, mais je vais vous dire également que une bonne alimentation n'est pas forcément synonyme de gros moyens. Si je prends le cas de l'Afrique, je demanderai à qui ne sont pas du continent africain de m'excuser. C'est celui que je connais le mieux. Donc, en Afrique, on a quand même pas mal de choses dans notre secteur qui sont intéressantes et qui permettent de se nourrir de façon équilibrée. Campagne. Nous allons nous pencher sur ce que nous y trouvons et qui peut permettre à la famille de pouvoir donner à l'enfant les forces nécessaires pour venir à l'école. Si ceci est difficile, nous tombons exactement dans le projet que nous avons ici entre les mains et qui dit que l'école pourrait être le lieu où l'enfant va pouvoir recevoir ce complément qu'il ne reçoit pas. Oh, est-ce que Francine est éjectée? Non, je crois qu'on l'a perdue. Chers ambassadeurs, excusez-nous, un problème avec la connexion de notre grande ambassadeur Francine. On espère qu'elle nous revient.
Alida. Oui, je suis là, je suis de retour. OK, super. Donc, Francine, ce que nous peut-être pouvons désactiver ta considérer caméra en avant. milieu scolaire, oui. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Oui, on espère que ça tient. Ton micro est fermé, Francine, on ne t'entend pas. Bon, je reprends donc en milieu scolaire pour pouvoir nourrir les enfants. Vous voyez mon écran ou pas? Je ne vais pas le partager parce que ça va appauvrir la qualité. Oui. Donc, je vais peut-être stopper le partage d'écran à un moment. OK. Donc, dans le projet qui nous intéresse, dans le projet que nous avons donc de développer une cantine en milieu scolaire, dans cette cantine, nous allons prendre en considération les apports nutritionnels, la partie qui nous permet de donner à l'enfant dès le matin, à son arrivée à l'école, suffisamment d'énergie pour qu'il tienne une journée. Nous avons constaté, peut-être vous allez le conférer, que beaucoup d'enfants, quand ils arrivent à l'école le matin, ils n'ont pas mangé parce qu'ils devaient aller chercher de l'eau, par exemple, très loin, parce qu'ils habitent loin, parce que c'est la pauvreté, parce que parfois les parents ne savent tout simplement pas quoi faire. Ils ont déjà du mal à payer les frais de scolarité. Nous parlons d'une école publique ici. Selon les pays, tout est pris en charge, mais il peut arriver également qu'une école publique, les enfants ne soient pas pris en charge. Donc, ceci explique que des parents dans une extrême pauvreté peuvent ne pas avoir les moyens pour alimenter leur enfant en qualité et en quantité avant que celui-ci n'aille à l'école. Donc, au sein de l'école, il serait intéressant d'avoir une structure dans laquelle, lorsque l'enfant arrive le matin, il peut consommer quelque chose qui lui donne de l'énergie et lui permette d'apprendre sans être perturbé par un ventre vide. Parce qu'on dit, ventre vide n'a point d'oreille. Donc, comment sera constitué ce petit déjeuner? Je vais me focaliser sur les produits que nous avons chez nous en Afrique. Je pense que lorsque moi j'étais petite fille, je n'ai pas beaucoup connu le lait, le chocolat, tout ça à table le matin. Nous mangions les restes du soir. Je ne veux pas dire que ce soit la meilleure formule. Ça a quand même fait de moi une femme, une grand-mère aujourd'hui. Il y avait du bon dedans, mais je pense qu'il y avait des carences toutefois et qu'il est bon donc d'apporter à l'enfant, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de glucides, c'est-à-dire du sucre, mais pas en exagération, parce que le sucre est à double tranchant. Autant nous en avons besoin pour ne pas devenir hypoglycémique, c'est-à-dire le sucre est bas, autant le sucre peut conduire à toutes les déviances que nous connaissons aujourd'hui. On le considère même parfois comme une drogue. Donc, il faut les quantités nécessaires et ces quantités nécessaires, on les trouve dans les fruits, on les trouve dans le miel. Évidemment, on n'abusera pas du miel non plus parce que ça reste du sucre. Donc, des fruits naturels, un peu de lait si c'est possible, mais il a été prouvé médicalement également que le lait conduit à des allergies et à la saturation. Souvent, nos enfants ont le nez pris. Lorsque l'enfant a déjà tendance à avoir le nez pris, le lait favorise la sécrétion des glaires. Donc, c'est bon d'en donner, mais il faut surveiller l'enfant, que l'enfant n'en prenne pas de trop. Donc, on aura également un apport en lipides, on aura un apport également en vitamines.
les vitamines, on les trouve beaucoup dans des fruits. Donc, en classe, généralement, on a une classe d'à peu près 13 vitamines qui vont de A jusqu'à B12, par exemple, avec des vitamines intermédiaires qu'on appellera les K, les... Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Il est bon que l'enfant mange les œufs parce que dans les œufs, comme nous l'avons vu, c'est une source de protéines. Donc, un petit déjeuner qui est bien constitué de produits que l'enfant connaît dans son environnement lui donne une possibilité de sortir de la malnutrition et de se concentrer sur ses études. Évidemment, ceci va représenter un coût pour l'école. Comment l'école fera pour financer des repas? Comment l'école va trouver les fonds pour financer ces repas? La semaine dernière, Ambassadeur Grace nous a dit que c'était un projet de développement intégré qui pensait également à une ferme. Donc, il est tout à fait possible que le produit que l'enfant va consommer soit un produit qui a été produit communautairement, qui a été produit même avec les enfants qui peuvent avoir comme activité ludique de faire du jardinage à l'école. Donc, et évidemment, il y aura des frais complémentaires à ajouter qu'il faudra trouver et que l'école élaborera ensemble avec les familles. Parce que ce que nous voulons éviter surtout, c'est parachuter des projets. C'est-à-dire, on vient avec quelque chose qu'on va coller et qui ne rejoint pas un désir, un projet que les personnes du coin ont avec l'école. Maintenant, le repas de midi, il est tout à fait possible, comme je l'ai dit en l'entame de cette présentation, ce repas sera essentiellement composé de protéines à midi et le soir, les enfants remangeraient dans leur famille. Donc, voilà grosso modo ce que j'avais prévu pour nous ce soir. Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce qu'il y a une présentation sur la logistique et s'il y a des personnes qui ont des questions, je suis disposée à y répondre, mais je ne suis pas professeure et la latitude est laissée à tout participant à ce Zoom de donner une réponse qui pourrait aider le groupe à progresser. Source de vitamine C et beaucoup de vitamines encore, multivitamines, dans les produits que nous avons dans nos pays, il est souvent intéressant de consommer le fruit du baobab qui a énormément de vitamine C, le tamarin, beaucoup de vitamine C et tous les fruits que nous avons, ainsi que les légumes. Nous ne recommanderons jamais assez que nos enfants doivent, dès le très jeune âge, prendre l'habitude de consommer ces denrées parce qu'elles apportent tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir harmonieusement. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais demander à Angeline Rose de continuer la session. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée. Merci infiniment, ambassadeur Francine. Je ne sais pas ce qui est prévu. Est-ce que Alida passe aussi avec la logistique ou alors Oui, on enchaîne. les questions? On enchaîne. Ah, d'accord. OK, c'est bon alors. Donc, à toi, ambassadeur Alida, pour la suite. Merci, Francine. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Je vais d'abord arrêter. C'est en train de charger là. OK. Oui, là, on le voit.
D'accord. Ok, juste m'assurer que c'est le bon. Ok. Donc, bonsoir encore à tout le monde, à tous les ambassadeurs qui sont présents ce soir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir aussi aux initiateurs de ce projet, à ceux qui ont introduit ce beau projet que nous allons continuer ce soir. Merci beaucoup, Francine, pour la présentation du volet nutrition. Donc, ce soir, vous avez bien compris, chers invités, que nous sommes en train de présenter les différents volets par des groupes thématiques. Donc, là, nous avons eu le groupe nutrition, hygiène, santé, qui a présenté le volet nutrition. Maintenant, c'est le groupe logistique et finance qui va présenter le volet logistique. Donc, nous rappelons que l'idée de projet qui avait été annoncée, c'est le développement d'une école publique en milieu rural. Donc, en introduction, j'aimerais encore attirer l'attention des ambassadeurs que vous êtes, que nous sommes, et que le groupe de coordination ou des mandatés a qualifié de porteurs de projet. Donc, j'aimerais rappeler aux porteurs de projet que ce genre de projet, cette idée qui a été émise, appartient à la catégorie des projets sociaux. Ce n'est pas un projet économique, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un projet social. Qu'est-ce que c'est qu'un projet social? Eh bien, c'est un projet dans lequel le porteur va investir des capitaux importants, cela dans le but de le réaliser. Mais ces capitaux-là, comprenez bien que comme c'est un projet à caractère social, eh bien, ces capitaux importants ne vont pas entraîner de retour financier. Il n'y aura pas de retour financier sur l'investissement de ces capitaux. Donc, le retour sera plutôt observé sur les effets de ce projet sur les populations cibles. C'est-à-dire que ce projet aura des effets dans la région et dans toutes les populations qui vont bénéficier de ce projet. Et ce projet, ces effets même seront mesurables par les indicateurs sociaux lors d'un audit social. Lorsqu'on veut faire une enquête sur la région, une enquête sociologique, eh bien, il y a des indicateurs qui vont permettre de mesurer certains niveaux, les niveaux sociaux de la région. Donc, lorsqu'on implante ce projet magnifique, eh bien, voilà, les effets vont se faire ressentir, vont être ressentis au niveau de la région, au niveau de la population, et voilà. Donc, c'était ce petit rappel que nous tenions à faire. Donc, pour ce projet, il faut comprendre que comme c'est un projet à caractère social, eh bien, généralement, on qualifie ces capitaux importants comme étant des fonds perdus parce qu'il n'y a pas de retour. Parlons maintenant de la logistique de ce projet. Alors, la logistique de ce projet concerne les différents besoins matériels qui sont nécessaires au développement de cette école publique. Souvenez-vous, le projet, c'est le développement d'une école publique en milieu rural. Donc, il y aura des besoins matériels et donc, le porteur de projet va recenser ses besoins ainsi que leurs voies ou leurs moyens d'acquisition.
Donc, il s'agit entre autres, comme besoin matériel, des espaces affectés au projet. Lorsque les ambassadeurs Grace et Claudine ont présenté ce projet, elles ont bien spécifié que c'est une école déjà existante, mais qu'on va développer. On va améliorer ce qui est déjà existant. Donc, pour cela, on va devoir chercher d'autres espaces pour les affecter à ces projets. C'est-à-dire, en plus des terrains sur lesquels il existe déjà des bâtiments pour l'école, le porteur de projet va essentiellement chercher plus de terrain, plus de terre dans la localité, dans la ville, dans le village pour les nouveaux aménagements, les nouveaux bâtiments. Un autre besoin, ce sont les structures. Comme on disait, on veut améliorer l'existence, ce qui existe déjà, ce qui veut dire que ce sont les nouveaux édifices qui serviront aux facteurs de production ainsi qu'à la production même, au fonctionnement, je voulais dire, de l'école. Bon, par facteur de production, il faut entendre, par exemple, ces enseignants. Elles ont annoncé que les enseignants vont être formés spécifiquement pour cette nouvelle expérience. Eh bien, pour fidéliser ces enseignants, justement, elles ont pensé à créer des structures d'accueil, telles que, par exemple, une cité pour les enseignants. Donc, on va faire, comme on va fournir, on va penser comme structure à une cité pour les enseignants. Tout comme on va aussi penser à l'augmentation des salles de classe pour les élèves afin de désengorger les effectifs parce qu'on a quand même entendu les expériences des uns et des autres où parfois les enseignants, ils avaient trois classes, trois niveaux en fait, 3 classes dans un seul local. Donc là, on va penser à désengorger les effectifs en ajoutant des salles de classe. Tout comme on va penser pour appliquer une bonne nutrition au sein de cet établissement, on va penser à créer des cuisines, on va penser à créer des cantines, on va penser aussi pour l'épanouissement de ces élèves, on va penser à des terrains, des aires de jeu, on va penser aux terrains de sport, on va penser aux magasins de stockage pour le matériel que les enseignants ou les élèves vont utiliser, on va penser à l'infirmerie, on va penser à la pharmacie de l'école. Donc, vous voyez, ce sont des nouveaux bâtiments qui vont pousser dans cette zone, dans ce milieu rural. OK? Donc, un troisième besoin matériel, c'est celui des équipements. Les équipements, vous savez que pour le fonctionnement de cette école, il faudra fournir il faudra fournir du matériel de bureau. Il faudra fournir des kits. On a parlé du manque la semaine dernière des kits de géométrie pour les enseignants. Eh bien, on va penser à équiper justement, les producteurs de kits de géométrie. On pense aux kits de sport, on pense aux fournitures de bureau, je l'ai dit. On va penser aussi aux appareils tels que les imprimantes pour pouvoir faire pour pouvoir faire du collage, pour pouvoir faire des travaux aux élèves et aussi les rapports de ces enseignants auprès du directeur de l'école et de la hiérarchie supérieure. Donc, on va aussi penser à des librairies.
à des bibliothèques, parce que ces élèves ou sinon cette école va suivre un programme scolaire. Donc, un programme scolaire va donner des instructions par rapport aux livres, par rapport aux livrets. Donc, on va penser à fournir une librairie et aussi une bibliothèque pour l'école. On va penser à fournir, à donner des fournitures à ces élèves parce qu'on parlait justement de l'état de pauvreté des parents. Donc, lorsqu'on vient en tant que porteur de projet et qu'on veut s'investir dans un tel projet d'envergure, on va devoir supporter de tels coûts. Donc, les fournitures scolaires, on va penser aux ustensiles pour les cuisines, on va penser aux ustensiles aussi pour la cantine, on va penser aux outils de travaux pratiques. Tout à l'heure, l'ambassadeur Francine parlait d'un moyen de fourniture des aliments aux enfants. Et elle parlait de jardin, elle parlait donc de plantation. Eh bien, cette plantation, il va falloir travailler dessus. Et pour cela, il va falloir des outils. Donc, les outils de travaux pratiques. Donc, il y a aussi le nettoyage de l'école. Hein. Il n'y a pas que la plantation. Donc, il y a les travaux en forêt, comme on disait. Nous allons aussi penser aux équipements individuels de protection. Parce que ces enfants, lorsqu'ils vont aller faire la plantation ou ils vont faire des sorties en forêt, on ne va pas les envoyer à découvert. Il faut, par exemple, pour nous qui avons une forêt équatoriale, elle est dense, ben, il y a beaucoup de bêtes, des petites bêtes, mais qui sont très dangereuses. Donc, on va devoir couvrir ces enfants, on va les équiper de manière à ce qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il n'y ait pas de, voilà, d'incident ou d'accident lors de la sortie ou lors des travaux. Donc, voilà. On va aussi penser comme équipement à des bus scolaires. Pourquoi pas? Parce que il y a eu des fondateurs qui ont donné des idées la semaine dernière en disant que ce serait bien pour épanouir nos élèves de les envoyer un peu visiter la ville, faire des sorties, voilà, des sorties instructives. Donc ça va pas se faire, on va pas faire marcher ces élèves, on va les accompagner avec un bus ou des bus scolaires. Donc, voilà un peu quelques éléments d'équipement que nous pouvons énoncer comme besoin matériel. Et un autre élément ou d'autres éléments, ce sont les installations. On parle du développement d'une école publique. Donc, c'est vrai, on va affecter de nouveaux espaces, on va construire de nouvelles structures, on va fournir des équipements, mais il faudra aussi penser aux installations. Par installation, on entend les différents aménagements nécessaires au fonctionnement de l'école. Il s'agit des salles de classe. Tout à l'heure, on parlait de nouveaux bâtiments. On ne va pas faire que construire la salle. On va aussi équiper de tables-bancs. Voilà. On va aussi aménager les toilettes parce que vous savez qu'en milieu rural, en Afrique, on est vraiment encore en arrière. On a des latrines, des toilettes indigènes. Chez d'autres, je ne sais pas, en Haïti ou dans d'autres pays du tiers-monde ou du quart-monde, ils ont des niveaux un peu plus évolués. Mais il faut vraiment penser à l'aménagement des toilettes pour éviter justement que nos enfants soient infectés de microbes. Donc, il va falloir penser à l'hygiène pour eux. Donc, nous avons comme autre installation l'aménagement des cuisines. Nous avons l'aménagement des cantines. Nous ne savons pas, pour ceux qui auront des idées, est-ce qu'on va faire manger les élèves avec les enseignants? Est-ce qu'on va les séparer? Comment? Voilà. Donc, il y a ça. Et il y a aussi
les conduites d'eau, les conduites d'électricité. Toutes ces choses pour améliorer de telles écoles en milieu rural, pour éviter que ces enfants soient encore fatigués parce qu'ils seront allés puiser de l'eau très loin pour leurs parents et tout, on va penser justement, et ça va bénéficier à toute la localité qui va accueillir ce projet. Donc, les conduites d'eau, ce n'est pas simplement pour l'école, mais ce sera aussi pour l'ensemble de la population. Donc, les conduites d'eau, il faudra penser à l'électricité, à électrifier la zone, faire fonctionner les appareils. Donc, voilà comme type d'aménagement et aussi penser au revêtement des routes. En Afrique, comme d'autres pays où il n'y a pas de route et où la terre est latérité ou voilà, boueuse, on va devoir améliorer aussi de telles conditions pour aider les populations, les élèves et tous les bénéficiaires de ce projet. Donc, on peut décider de faire le pavage des voies, tout comme on peut décider de goudronner les voies de la localité pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, voilà un peu, voilà les 4 points essentiels en ce qui concerne les besoins matériels de ce projet de développement d'une école publique en milieu rural. Donc, parlons maintenant des coûts logistiques de ce projet. Alors, il faut comprendre que pour une budgétisation efficace de ce projet, le porteur de projet devra se déplacer vers la zone cible. Pourquoi? Pour faire une reconnaissance pour faire une reconnaissance des réalités du terrain, des réalités de la zone dans laquelle il veut investir. Donc, il va se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a présence des fournisseurs locaux dans la zone pour fournir les biens et les services nécessaires d'abord à la réalisation du projet et ensuite au fonctionnement du projet, parce que ça va se faire en 2 étapes. Donc, on a d'abord la réalisation, la première partie du projet, et ensuite, on a le fonctionnement. Donc, est-ce qu'il y a des fournisseurs, des compagnies, des entreprises ou des artisans qui pourront fournir les biens et les services dont on aura besoin? Ensuite, est-ce qu'il y a des voies de communication pour acheminer ces biens vers la zone d'établissement? Donc, en faisant ce déplacement, le porteur de projet aura une connaissance des prix pratiqués sur le terrain et il engagera des choix précis pour maîtriser ses coûts de réalisation. Autrement dit, les coûts que nous voulons, la budgétisation que nous voulons faire ne peut être établie à l'avance. Nous ne pouvons pas les déterminer les coûts maintenant parce que nous ne connaissons pas les réalités du terrain. Mais nous pouvons, par contre, avoir une idée des éléments qui entreront dans le compte de notre budgétisation. Donc, et ces éléments, justement, sont, premièrement, l'acquisition des terrains. Tout à l'heure, dans les besoins, on citait le besoin d'espace. Ces espaces, il va nous falloir les acquérir. D'accord? Donc, là, dans ce cadre communautaire, le porteur de projet, pour acquérir de nouveaux terrains, il va devoir regarder, il va devoir faire une recherche
des vendeurs de terrain, mais il va voir premièrement les autorités locales, que ce soit le gouverneur, le préfet, le maire, le chef du village, pour annoncer justement son projet, parce que ces autorités locales vont se présenter comme les facilitateurs des transactions, les facilitateurs des échanges. Donc, s'il y a un propriétaire qui veut vendre une partie de son terrain pour élargir le domaine de l'école, eh bien, le porteur de projet aura pour intermédiaire l'autorité locale afin d'acquérir ce terrain. Donc, c'est pour faire les choses dans les règles. Donc, l'acquisition des terrains, ça fait partie de la budgétisation parce qu'il faudra avoir le prix du terrain. Ensuite, il y aura le coût ou les coûts de construction. Là, il s'agira de déterminer la main-d'œuvre. Tout à l'heure, pour introduire cette partie de coût de projet, je disais, le porteur de projet va se déplacer vers la zone où il veut investir. Donc, dans ce cadre de construction, eh ben, il va chercher premièrement la main-d'œuvre locale. Est-ce qu'il existe des maçons, des menuisiers, des peintres, des décorateurs ou des paysagistes sur les lieux? Si oui, bah, on va devoir négocier les prix sur place avec eux. Donc, si jamais il y a absence de techniciens autochtones, donc des techniciens locaux, à ce moment, la main-d'œuvre sera importée et ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, autre élément qui entre en compte dans la budgétisation, eh bien, c'est le coût du matériel de production. Tout à l'heure, on a énoncé le besoin du matériel de production. Eh bien, on a parlé des kits des enseignants, les kits pour les élèves, donc fournitures et kits, que ça soit outillage, que ça soit équipement de protection individuelle. On aura aussi les coûts pour la gestion d'une bibliothèque au sein de l'établissement même, ou sinon les coûts de la librairie, c'est-à-dire quand on veut faire venir les livres et les livrets qui sont, qui sont demandés par le programme national, pardon, cela va nécessiter aussi des coûts. Donc, on a le coût des outils, des travaux pratiques. Donc, on parlait des travaux en forêt tout à l'heure, le jardinage, le débroussaillage, le nettoyage. On va aussi intégrer dans notre budget le coût des ustensiles, les ustensiles de cuisine, de cantine. Donc, il s'agit de ça. Nous avons aussi le coût du matériel, tel que les imprimantes, les ordinateurs, les climatiseurs ou tout ce qui va servir au fonctionnement. Ça, c'est dans la seconde, c'est la partie du fonctionnement, mais là, quand on veut mettre en route ce projet, on a le matériel qu'on va emmener directement. Donc, ça fait partie de notre budgétisation. Est-ce qu'on pourra trouver un fournisseur de matériel informatique? Est-ce qu'on pourra aussi trouver chez ce fournisseur le service après-vente pour faire la maintenance de nos appareils? Donc, ce sont des choses, on annonce comme ça, mais ce sont des éléments qu'il faudra intégrer à l'entame du projet, sinon au niveau du fonctionnement. Donc, comme autre coût, nous avons les consommables. Les consommables. Dans notre budgétisation, nous allons intégrer le coût des fournitures. Nous allons intégrer aussi le coût
du gaz, le coût du bois pour la cuisine. Tout dépendra du niveau de modernisation qu'on veut donner à notre cuisine et à notre cantine. Nous aurons aussi à intégrer les coûts des produits alimentaires. Tout à l'heure, l'ambassadeur Francine nous parlait des fournisseurs locaux, donc les producteurs, les agriculteurs qui pourront déjà fournir certaines denrées pour les enfants, pour le fonctionnement de la cantine. Eh bien, donc toutes ces productions, elles ont un coût. Les ventes, parce que l'agriculteur, il va aller sur la place du marché et il va vendre ses produits. Donc, il faudra négocier auprès de ces producteurs locaux. Il y a aussi à intégrer dans le compte budgétaire, il faudra aussi intégrer le coût des médicaments, que ce soit la pharmacie, que ce soit l'infirmerie. Donc, voilà un peu l'ensemble des coûts. Donc, le porteur de projet doit faire le choix des fournisseurs qui ont le ravitaillement fréquent et un délai de réponse rapide. Que ce soit pour le fonctionnement de la cantine, si on veut aller sur des produits frais tout le temps, il faudra avoir un approvisionnement fréquent. OK? Donc, ça, il va devoir faire ça pour aussi maîtriser ses coûts. Donc, il faudra qu'il se déplace, qu'il voit les réalités du terrain en fonction des besoins qu'il aura recensés et en fonction des produits disponibles sur place. Donc, il y aura aussi comme coût celui des installations, comme coût budgétaire. Nous avons tout à l'heure annoncé les aménagements de toilettes, aménagement de cuisine, aménagement des aires de jeu. Eh bien, on va penser aux installations, les sanitaires pour les toilettes, les cuisines. Il y aura aussi, ce n'est pas simplement dans l'école, mais ça commencera dans la cité des enseignants, si nous tenons à le faire. Donc, pour les salles de classe, il y aura les tables et les chaises. Il y aura les bureaux des enseignants. Il y aura la plomberie au sein de la cuisine ou pour faire une fontaine publique. Il y aura des compteurs d'électricité. Il y aura les compteurs d'électricité. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Parce que j'entends, je viens de recevoir. Vous voyez? Oui, oui, en tout cas, je vois. D'accord, ok. Donc, je parlais des installations. Donc, voilà pour les différents coûts. Donc, il y aura aussi pour l'électricité, on pourra penser à un groupe électrogène, on pensera au robinet, à la tuyauterie, au compteur d'eau, d'électricité, voilà tous ces éléments. Donc, voilà les coûts logistiques qu'on vient de présenter. Maintenant, il faut comprendre que cette idée de projet donne un champ très vaste. D'accord? Il donne un champ d'ouverture très vaste qui va entraîner une chaîne de valeur très élargie au niveau de la localité, de la zone où on va investir. D'accord? Et au niveau de la population cible. Donc, le projet, ce projet, cette idée de projet va mettre en évidence des flux d'échange de plusieurs compétences. Tout à l'heure, on a parlé de maçon, de menuisier, de plombier. Vous voyez un peu tout ce qui va se développer autour de ce projet dès la réalisation même. D'accord? Donc, la logistique de ce projet va se préciser par les réalités de la région dans laquelle le projet sera implanté. Donc, voici les mots de conclusion.
pour le groupe thématique logistique et finance. Merci encore pour votre attention et bonne continuation. Oui, merci beaucoup, Alida. Excusez-moi, j'avais un problème avec mon micro. Superbe présentation ce soir. Franchement, c'est un peu à ça que les pionniers qui ont instauré ces groupes thématiques avaient pensé. Parce que depuis la semaine dernière, par exemple, on est sur un cas entre guillemets concret. Il y a un canevas qui est tracé et comme tu l'as dit presque à la conclusion, c'est une idée de projet qui est vraiment très large où ça peut inspirer plus d'un. Donc, merci infiniment pour votre apport, pour votre disponibilité. Je crois que nos ambassadeurs qui sont là, s'ils s'en inspirent, le projet n'est pas complètement écrit et comme le groupe l'a dit depuis le départ, ce sera au cas par cas parce que les problématiques ne sont pas les mêmes dans toutes nos régions. Par exemple, tout ce que tu as cité là, peut-être il y a certaines contrées qui ont déjà un certain matériel, donc ce sera vraiment au cas par cas. On vous remercie infiniment pour ce travail-là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter quelque chose. Grace qui a commencé le thème avec Claudine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que le groupe nutrition et logistique ont apporté pour enrichir l'idée de départ que vous avez traité? À vous la parole si Grace et Claudine sont là, si elles ont quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été présenté. Merci. Oui, merci de me passer la parole, mais je voudrais d'abord tirer le chapeau à Francine et à Lida pour vraiment le complément et l'ouverture qu'elles ont apporté à ce projet. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. En fait, c'est un projet, comme on l'a dit, comme Alida l'a si bien dit à la fin, le champ est très, très vaste. Donc, si je recommence à parler là maintenant, je crois que je vais parler jusqu'à demain matin. Donc, franchement, je vais laisser la parole aux uns et aux autres pour qu'on continue d'enrichir le projet.